Fin 1944, les soldats alliés avaient cessé de prendre des prisonniers SS. Ce n'était pas une politique officielle, mais cela se produisait partout. Et honnêtement, on ne peut pas vraiment comprendre pourquoi sans voir ce que les SS avaient fait pendant des années avant ça. C'est un sujet sombre, nous ne ferons pas semblant du contraire. Et nous vous donnons une chance maintenant de passer à autre chose si vous préférez ne pas le voir. Mais si vous restez, vous allez apprendre comment une organisation de 8 gardes du corps s'est transformée en l'une des forces militaires les plus détestées qui ait jamais existé. L'Allemagne du début des années 1920 n'était pas un pays stable, loin de là. La Première Guerre mondiale avait tué 2 millions d'hommes allemands et en avait blessé 4, 2 millions de plus, ce qui représentait environ 19% de l'ensemble de la population masculine. Les civils qui ont survécu ont fait face à une malnutrition sévère à cause du blocus allié et la violence politique était devenue partie intégrante de la vie quotidienne. Des groupes paramilitaires appelés les Freikorps ont émergé comme principal vecteur de cette violence, et leurs rangs étaient remplis de vétérans qui ne pouvaient pas s'adapter à la paix. C'est dans ce chaos qu'Adolf Hitler a ordonné la création d'une petite unité de garde du corps au début de 1923. Et quand nous disons petite, cette unité ne comptait que 8 hommes et leur seul travail était de maintenir Hitler en vie. Mais elle a grandi rapidement, atteignant environ 100 membres en peu de temps. Maintenant, l'histoire de la façon dont Hitler est finalement arrivé au pouvoir n'est pas le sujet de cette vidéo. Mais le fait est qu'en 1933, quand les nazis ont pris le contrôle de l'Allemagne, ces 8 gardes du corps étaient devenus une organisation de plus de 5200 hommes. Et croyez-moi, vous n'avez aucune idée à quel point cette organisation allait devenir sombre. Mais vous comprendrez pourquoi les soldats SS étaient généralement exécutés quand ils étaient capturés. Alors, que fallait-il pour rejoindre les SS? Eh bien, ce n'était pas quelque chose d'ouvert à tout le monde. Les exigences étaient strictes et elles étaient conçues dès le départ pour créer une force qui se voyait comme racialement et physiquement supérieure. Il fallait mesurer au moins 1,75 m. Il fallait une vision parfaite sans aucun plombage dentaire. Il fallait avoir entre 17 et 23 ans. Et il fallait passer un examen physique et médical. Ensuite, il y avait les exigences d'ascendance. Les officiers devaient prouver leur lignée jusqu'en 1750, tandis que les hommes de troupe devaient retracer la leur jusqu'en 1800. Un seul ancêtre juif, même juste par mariage quelque part dans cet arbre généalogique, suffisait à refuser entièrement une candidature. La formation ne faisait que renforcer ce sentiment de supériorité. L'instruction de base durait 6 à 20 semaines, considérablement plus longtemps que les 12 à 6 semaines typiques de la Wehrmacht. Voyez-vous, cela allait bien au-delà du conditionnement physique, du tir et des exercices tactiques, bien qu'il y en ait beaucoup de tout ça. Il y avait aussi des conférences quotidiennes sur la doctrine raciale et le principe d'obéissance inconditionnelle au Führer. Les uniformes noirs et l'imagerie de la tête de mort étaient délibérément conçus pour inspirer la peur à quiconque les voyait, tout en créant une identité d'élite parmi les hommes qui les portaient. Avant que la guerre ne commence, les SS ont prouvé exactement quel genre d'organisation ils étaient vraiment. Des unités commandées par Theodor Eicke, qui dirigeait le camp de concentration de Dachau, ont effectué la purge au début de 1934. Ils sont arrivés dans des maisons et des hôtels au milieu de la nuit, ont traîné les dirigeants de l'opposition politique hors de leur lit et les ont abattus. Les SS avaient prouvé qu'ils tueraient sur ordre sans hésitation, sans poser de questions. Et en récompense, ils ont été déclarés organisation indépendante. Ils répondaient directement à Hitler, complètement en dehors des contraintes légales de l'État allemand. Bon. Donc, au moment où la Seconde Guerre mondiale a commencé en 1939, les SS s'étaient divisés en 3 branches principales. Et pour comprendre ce qui arriverait plus tard aux soldats SS quand ils étaient capturés, vous devez d'abord voir comment ces branches fonctionnaient et, plus important encore, comment elles se connectaient les unes aux autres. L'Allgemeine SS, ou SS Général, s'occupait de l'application de la politique raciale, de la police générale et des tâches politiques en Allemagne. Considérez-les comme l'épine dorsale politique et administrative de toute l'organisation. Ensuite, il y avait les SS Totenkopf-Verband, ce qui se traduit par unité tête de mort, et celle-ci avait un objectif très spécifique, construire, gérer et diriger les camps de concentration. C'étaient les gardiens de camp. Ils portaient le crâne Totenkopf non seulement sur leur casquette comme les autres membres des SS, mais aussi sur leurs pattes de colle, les marquant comme quelque chose de distinct même au sein de l'organisation elle-même. L'homme qui les a façonnés était Theodor Eicke, le même qui a mené les meurtres de la nuit des longs couteaux. En tant que commandant de Dachau, il a établi ce qui est devenu connu sous le nom de modèle de Dachau, un système de sévérité maximale envers les prisonniers.
Il a dit à ses gardiens de ne jamais montrer de faiblesse, et quiconque montrait ne serait-ce qu'un peu de sympathie pour les prisonniers était retiré des rangs. Les gardiens étaient tenus d'assister régulièrement aux punitions parce que Heike disait que cela rendrait les hommes durs. Et puis il y avait les Waffen-SS, le bras militaire, la véritable force de combat. En 1939, ces formations totalisaient environ 25 à 28000 hommes. Mais au début de 1940, il y avait 3 divisions avec environ 5000 hommes. Et à la fin de la guerre, les Waffen-SS s'étaient étendus à plus de 38 divisions avec environ 9000 hommes ayant traversé leurs rangs. Maintenant, en 1942, pour des raisons administratives, tous les gardiens de camps de concentration sont devenus membres à part entière des Waffen-SS. Il y avait un transfert constant de personnel entre les branches. Quand la 3e division SS Panzer Totenkopf a été formée, 6500 de ces hommes venaient directement des unités de garde de camp. Donc, quand les soldats alliés rencontraient des divisions SS Panzer sur le champ de bataille, les hommes à l'intérieur de ces chars n'étaient pas que des tankistes ordinaires. Ce chevauchement entre les camps et les unités de combat allait définir comment les SS se comportaient dans chaque pays qu'ils entraient, et cela finirait par rattraper chaque homme qui ait jamais porté cet uniforme. Il y avait une branche de plus, les Einsatzgruppen. Leur but était de suivre derrière les armées qui avançaient et d'éliminer tous les ennemis raciaux et politiques. Et comprenez bien que ce n'était pas une organisation séparée. C'était les SS, la même organisation qui fournissait les gardes du corps d'Hitler, qui dirigeait les camps, qui déployait des divisions Panzer. Tout était connecté. Et ce qu'ils ont fait à travers l'Europe occupée allait construire une réputation si terrible qu'éventuellement les soldats ennemis cesseraient de prendre des prisonniers SS du tout. L'invasion allemande de la Pologne le 1er septembre 1939 n'avait rien d'une guerre conventionnelle. Hitler lui-même a dit que la campagne devait être menée avec la plus grande brutalité et sans pitié. Et les SS ont pris cet ordre à cœur. Cette Einsatzgruppen, totalisant environ 3000 hommes, ont été assemblés spécifiquement pour s'en prendre à la classe dirigeante polonaise. Avant même que l'invasion ne commence, les SS avaient dressé une liste de 60000 universitaires, professionnels et intellectuels polonais marqués pour élimination. En moins de 2 mois, les forces allemandes ont détruit plus de 500 villages à travers le pays. Et au printemps 1940, ils avaient exécuté entre 60 et 8000 personnes. Dès le premier jour de l'invasion, des prisonniers de guerre polonais étaient fusillés à plusieurs endroits. Des villages étaient brûlés. Des civils étaient ciblés dans ville après ville. C'était différent de la façon dont les unités de l'armée régulière combattaient. Quelque chose d'entièrement nouveau, et la Pologne n'était que le début. L'invasion de la France l'année suivante a clairement montré qu'un schéma se formait. Un schéma qui deviendrait bientôt impossible à ignorer. Le 27 mai 1940, le 2e bataillon du régiment royal de Norfolk britannique s'est retrouvé isolé en combattant contre la 3e division SS Totenkopf. Si vous vous souvenez, c'était la division formée à partir des gardiens de camps de concentration. Les combats avaient été brutaux, et les Totenkopf avaient payé cher, perdant plus de 600 hommes tués ou blessés. Leur commandant de régiment était parmi les morts. Les 99 soldats britanniques survivants étaient à court de munitions, alors ils ont fait ce que les soldats dans cette situation sont censés faire. Ils se sont rendus sous un drapeau blanc. Les prisonniers ont été désarmés et conduits sur environ 500 mètres jusqu'à un mur à côté d'une étable à vaches. Puis 2 mitrailleuses ont ouvert le feu. Ensuite, des soldats SS ont marché à travers et ont achevé tous ceux qui montraient encore des signes de vie. 97 soldats britanniques sont morts là. Seulement 2 ont survécu en restant immobiles parmi les corps et en faisant semblant d'être morts. Le lendemain même, la 1re division SS a fait quelque chose de similaire quand un autre groupe de soldats britanniques s'est rendu. Environ 100 prisonniers ont été forcés dans une petite grange. Puis les SS ont lancé des grenades à l'intérieur. Entre 80 et 89 ont été tués. Le commandant responsable, Wilhelm Mohnke, n'a jamais été jugé pour tout cela. Il est mort en 2001, à l'âge de 90 ans. La nouvelle de ces incidents s'est répandue dans les canaux militaires britanniques. Les soldats ont commencé à comprendre que se rendre aux SS n'était pas la même chose que se rendre aux unités régulières de l'armée allemande. Mais ce qui s'est passé en France allait paraître dérisoire par rapport à ce qui était sur le point de se dérouler à l'Est. Le 22 juin 1941, l'Allemagne a lancé l'invasion de l'Union soviétique, la plus grande opération militaire de l'histoire humaine. 75% de l'ensemble de l'armée allemande y a pris part, mais ce n'était jamais censé être une guerre normale. C'était une guerre d'idéologie et de haine raciale, et l'ennemi devait être détruit sans aucune pitié. 2 ordres émis avant l'invasion l'ont rendu absolument clair.
Le décret Barbarossa qualifiait la campagne de guerre d'extermination. Les soldats allemands ne pouvaient pas être traduits en cour martiale pour des crimes contre des civils soviétiques. Les civils suspects devaient être abattus sur place. Des villages entiers pouvaient être anéantis comme punition collective pour activité de partisans. Puis vint l'ordre des commissaires qui stipulait que les officiers politiques soviétiques devaient être exécutés immédiatement après leur capture. Ils ne seraient pas traités comme des soldats. Les protections du droit international ne s'appliqueraient pas à eux. Donc c'était le cadre. Et derrière les armées qui avançaient venaient 4 Einsatzgruppen totalisant environ 3000 hommes plus des collaborateurs locaux pour tout mettre en pratique. Leur tâche était de s'en prendre aux juifs, aux commissaires, aux membres du Parti communiste, aux Roms et fondamentalement à tous ceux que le Reich considérait comme un ennemi. À la fin de 1941, ces unités avaient tué plus de 5,000 personnes. À la fin de la guerre, le nombre atteignait environ 5 millions. Les soldats soviétiques poussant vers l'ouest, dans les années suivantes de la guerre, découvriraient exactement ce qui s'était passé, et ils se souviendraient précisément de qui était responsable, mais nous y reviendrons. Les SS ont également mené ce qu'ils appelaient des opérations anti-partisans à travers le territoire soviétique occupé. En théorie, celles-ci visaient à cibler les combattants de la résistance. En pratique, elles servaient de couverture pour des représailles. Et pour vous donner une idée de ce que cela signifiait dans la pratique, dans un cas, après que des partisans aient tué un seul soldat allemand, les SS ont tué 872 personnes en représailles. Des villages entiers ont cessé d'exister. Quand les forces alliées ont débarqué en Normandie le 6 juin 1944, elles étaient sur le point de goûter à ce qui se passait à l'Est depuis des années. Parmi les unités allemandes précipitées en avant pour s'opposer au débarquement se trouvait la 12e division SS Panzer, recrutée parmi les diplômés des jeunesses hitlériennes. Les soldats avaient entre 17 et 19 ans, essentiellement des adolescents, mais leurs sous-officiers et officiers étaient des vétérans aguerris au combat qui avaient passé des années sur le front de l'Est, et ils avaient apporté ces méthodes du front de l'Est avec eux. Dans les jours suivant les débarquements, plus de 150 soldats canadiens ont été tués après s'être déjà rendus. La nouvelle s'est répandue rapidement dans les unités alliées sur le genre d'ennemis auxquels ils faisaient maintenant face. Juste 3 jours après le jour J, la 2e division SS Panzer das Reich est arrivée dans la ville de Tulle. Des combattants de la résistance française l'avaient brièvement libérée et Das Reich est venu la reprendre. Ils ont rassemblé tous les hommes entre 16 et 60 ans, puis ont sélectionné certains d'entre eux pour ce qu'ils appelaient une vengeance exemplaire. Tout au long de cet après-midi, 99 hommes ont été publiquement pendus à des lampadaires, des balcons et des ponts, pendant que le reste de la ville était forcé de regarder. Mais c'est ce qui s'est passé en décembre de cette année-là qui a finalement franchi une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Le 6 décembre 1944, Hitler a lancé sa dernière offensive majeure à l'ouest, la contre-offensive des Ardennes, qui deviendrait connue sous le nom de bataille des Ardennes. La première division SS Panzer a été assignée à la poussée nord, et la tête de lance était une unité appelée Kampfgruppe Peiper. Alors que le Kampfgruppe Peiper approchait du carrefour de Bogniès, à environ 3 km au sud-est de la ville de Malmedy, ils sont tombés sur un convoi de l'armée américaine. Les Allemands ont ouvert le feu sur les véhicules et environ 130 Américains se sont rendus. Les prisonniers ont été désarmés, fouillés et alignés en 8 rangées dans un champ de fermiers à côté de la route. Vers 14 h, après que Peiper lui-même soit parti avec la plupart de sa force, les troupes SS qui restaient ont ouvert le feu sur les prisonniers avec des mitrailleuses. Alors que d'autres véhicules SS passaient le champ au cours des heures suivantes, les troupes tiraient depuis des camions et des chars. 84 prisonniers de guerre américains ont été tués dans ce champ, mais environ 43 Américains ont survécu en faisant semblant d'être morts. Quand les Allemands sont finalement partis, les survivants ont rampé jusqu'à la lisière des arbres et ont fait leur chemin de retour vers les positions américaines. Et la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue avec une vitesse extraordinaire. Dès le soir même, la nouvelle que les Waffen-SS exécutaient des prisonniers avait atteint les soldats à travers l'armée américaine en Europe. Le 20 et 1 décembre 1944, le 328 régiment d'infanterie a émis un ordre écrit. Aucune troupe SS ou parachutiste ne sera faite prisonnière, mais sera abattue sur place. De la Pologne à la France à l'Union soviétique, et maintenant aux Américains à Malmedy, chaque atrocité avait ajouté une autre entrée à un registre qui était sur le point d'être réglé. Et une petite chose que chaque soldat SS avait été sur le point de devenir leur propre condamnation à mort. Chaque membre des Waffen-SS recevait un petit tatouage pendant l'instruction de base. Il était placé sur la face inférieure du bras gauche supérieur, près de l'aisselle. La marque elle-même ne faisait qu'environ 7 mm, montrant le groupe sanguin du soldat en petite encre noire.
La raison était que si un soldat était blessé et inconscient, ou si ses documents étaient perdus, les médecins pouvaient vérifier son bras et connaître son groupe sanguin immédiatement. C'était une mesure médicale destinée à sauver des vies grâce à des transfusions plus rapides. Mais alors que la guerre se retournait contre l'Allemagne, la nouvelle s'est répandue sur ce qui se passait quand les soldats soviétiques découvraient le tatouage sur un prisonnier. Se rendre aux forces soviétiques avec cette marque sur le bras signifiait une mort presque certaine. Et de plus en plus, se rendre aux alliés occidentaux n'était pas beaucoup plus sûr. Les soldats SS ont tout essayé pour s'en débarrasser. Certains brûlaient la peau avec des cigarettes, d'autres découpaient le tatouage chirurgicalement, certains tentaient un retrait chimique. Un soldat SS qui a survécu à la guerre a décrit comment un médecin d'une autre division a fourni des comprimés d'hydrogène. Certains d'entre eux humidifiaient les comprimés et les pressaient contre la peau. C'était extrêmement douloureux, mais après 2 ou 3 jours, le tatouage se détachait et la peau avait besoin de 2 à 3 semaines supplémentaires pour guérir. Ce soldat particulier a réussi à passer 2 inspections de ses ravisseurs grâce à ces comprimés. Mais les Alliés se sont adaptés. La procédure standard pendant le traitement de la reddition exigeait que les prisonniers retirent leur chemise et lèvent les bras. Et voici le problème. Les cicatrices laissées par le retrait du tatouage étaient souvent tout aussi incriminantes que le tatouage lui-même. Donc de toute façon, cette marque vous condamnait. Sur le front de l'Est, la reddition n'était pas vraiment une possibilité pour les soldats SS. L'Allemagne nazie avait tué environ 3 millions sur 5, 7 millions de prisonniers de guerre soviétiques en captivité allemande. Laissez cela vous pénétrer. Et cela ne compte même pas les millions de civils tués à travers le territoire soviétique. Ils savaient exactement qui l'avait fait. Si les forces soviétiques découvraient ce tatouage de groupe sanguin sur un prisonnier, son sort était scellé. Les soldats parcouraient les hôpitaux de campagne, cherchant spécifiquement des hommes SS. À Berlin, pendant avril et mai 1945, les Russes se déplaçaient dans les salles, examinant chaque Allemand blessé pour cette marque sous le bras. Si nous décrivions ce qui se passait quand ils en trouvaient un, cette vidéo serait probablement retirée. Mais vous comprenez ce que nous voulons dire. Mais ce n'était pas seulement les soviétiques. Sur le front occidental, prendre des prisonniers SS était devenu l'exception. 2 semaines après, Malmedy est venu la représaille. Les combats pour un petit village belge appelé Chenogne avaient été sauvages, l'endroit changeant de main au moins 5 fois jusqu'à ce qu'une seule de ces 32 maisons reste debout. Quand les tirs se sont finalement arrêtés, les soldats américains ont rassemblé entre 60 et 80 prisonniers allemands. Beaucoup d'entre eux étaient des SS. Ils les ont alignés dans un champ et ont ouvert le feu avec des mitrailleuses. Le général George Patton a écrit dans son journal après « J'espère que nous pourrons dissimuler cela. Aucune enquête formelle n'a jamais été achevée et personne n'a jamais été poursuivi. Le meurtre de prisonniers SS était devenu si routinier qu'il créait en fait des problèmes opérationnels. Les officiers de renseignement ne pouvaient pas recueillir d'informations parce que personne n'était maintenu en vie assez longtemps pour être interrogé. Maintenant, il y a quelque chose d'important à comprendre sur cette étape de la guerre. Fin 1944 et en 1945, beaucoup des hommes portant des uniformes SS n'étaient que des garçons de 16 ans, ou même plus jeunes, qui ne pouvaient pas porter la responsabilité de ce que leurs prédécesseurs avaient fait sur tous ces fronts les années précédentes. Mais à cause de la réputation qui avait été construite, ils partageaient le même sort que ceux qui étaient réellement coupables. Tous n'avaient pas porté volontaire pour ça. Beaucoup se sont retrouvés dans ces unités à travers des circonstances qu'il nous est difficile de comprendre pleinement aujourd'hui. Mais maintenant nous arrivons à la pire partie de cette histoire. La chose qui ferait que tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent semble presque léger en comparaison. Au printemps 1945, les soldats alliés ont finalement vu de leurs propres yeux ce que les SS avaient gardé tout du long. Les forces américaines ont atteint Dachau le 29 avril 1945. À l'extérieur du complexe du camp principal, les soldats sont tombés sur environ 50 wagons de chemin de fer assis sur les voies. Ce train avait traversé l'Allemagne pendant environ 3 semaines, transportant 4000 personnes dans des wagons ouverts. On leur avait donné de la nourriture pour un seul jour au début du voyage. Vous pouvez deviner ce que les soldats américains ont trouvé à l'intérieur. Et ce qu'ils ont vu quand ils sont entrés dans le camp lui-même était pire que tout ce qu'ils avaient vu dans toute la guerre. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur cela, vous pouvez le rechercher vous-même, mais honnêtement, nous ne le recommandons pas. Ce que nous dirons, c'est que l'ampleur totale de ce qui se passait derrière ces murs a finalement été révélée ce jour-là, et ce que les soldats ont fait ensuite est complètement compréhensible étant donné ce qu'ils venaient de voir. Après être entrés dans le camp, les soldats ont séparé les prisonniers en 2 groupes, Wehrmacht régulière et SS.
Les détenus du camp qui venaient d'être libérés se sont joints à ce que vous pensez probablement qui s'est passé ensuite avec le groupe SS. Personne n'a jamais été poursuivi pour ce qui s'est passé à Dachau ce jour-là. Alors que l'Allemagne s'effondrait, les unités SS avaient une priorité absolue, atteindre les lignes américaines ou britanniques avant que les soviétiques ne les atteignent. Voyez-vous, aussi mauvaises que leurs chances étaient avec les alliés occidentaux, avec l'armée rouge, elles étaient bien pires. Des divisions SS entières se sont frayées un chemin vers l'ouest à travers les lignes soviétiques, non pas pour continuer la guerre, mais pour trouver quelqu'un d'autre à qui se rendre. Mais atteindre les lignes occidentales ne signifiait pas la sécurité. Ce tatouage de groupe sanguin les suivait en captivité. Chaque prisonnier devait retirer sa chemise et lever les deux bras. Quiconque était trouvé avec un tatouage était mis de côté et transféré à des unités de renseignement spécialisées pour vérification contre les dossiers SS. Quand le tribunal militaire international a déclaré les SS une organisation criminelle, ce tatouage est devenu une preuve d'appartenance. Et les hommes qui le portaient étaient automatiquement étiquetés comme contrevenants ou contrevenants majeurs. Ils faisaient face à des camps de prisonniers, avaient leurs biens saisis et étaient dépouillés de leurs droits civils. Les procès de Nuremberg ont condamné des centaines, les condamnant à des peines de prison, à la réclusion à perpétuité ou à mort, avec un taux de condamnation d'environ 73%. Mais beaucoup de ceux qui ont été condamnés ont été libérés quelques années plus tard seulement, et certains des pires parmi eux n'ont jamais été jugés du tout. Ils se sont échappés en Argentine où ils ont reçu l'immunité des États-Unis ou de l'Union soviétique en échange de leurs connaissances, comme cela s'est produit avec des scientifiques qui avaient mené des expériences trop dérangeantes pour même les décrire ici. Mais c'est ainsi que nous sommes en tant qu'espèce, et tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer que de telles choses ne se répètent jamais.